Parfait. Bonjour à tous. Je suis Cyril Sabag. Je suis Managing Director de Mélanion Capital, une société de gestion régulée par l'AMF, et également CEO et fondateur de Mélanion Digital, une structure pour le coup non régulée et qui propose des solutions autour du Bitcoin. Donc, je vais vous parler d'un sujet assez brûlant ces derniers mois, le sujet des ETF et en particulier de la façon dont la finance traditionnelle, via ces ETF, a voulu rattraper les cryptos. Donc, dans un premier temps, je vais faire un peu de pédagogie. Donc, je vais parler de ce qu'est un ETF et en particulier, et vous allez voir que c'est extrêmement important, de la différence entre la vision européenne et la vision américaine. C'est même clé pour comprendre ce qui s'est passé sur le Bitcoin cette dernière année ou ces 2 dernières années. On verra ensuite que les Européens, et ça on ne le sait peut-être pas, mais ont été précurseurs sur le sujet, que les États-Unis les ont incroyablement rattrapés. Et enfin, on parlera des implications réglementaires et politiques. Ça fera, vous le verrez, écho aussi à ce qui a pu être dit dans les différentes tables rondes. Donc déjà, qu'est-ce qu'un ETF? Vision européenne et vision américaine. Alors un ETF à l'européenne, il faut savoir plusieurs choses. Bon, déjà, c'est un produit qui est coté en bourse. C'est Exchange Traded Fund, donc c'est traité et coté en bourse. Ce sont des produits passifs, ils suivent un indice. Et enfin, et ça c'est extrêmement important, un ETF en Europe est un OPCVM. Pour s'appeler ETF, il faut être OPCVM. Ça veut dire quoi? Et je l'ai appelé également UCITS. OPCVM, c'est le standard de réglementation le plus important et le plus élevé en Europe. Ça implique beaucoup de choses, et on va le voir ensuite, et on verra pourquoi ça a été compliqué pour le Bitcoin de pouvoir percer en Europe. Donc, le caractère UCITS, donc extrêmement réglementé, rend de facto éligible un ETF à toutes les enveloppes réglementaires traditionnelles. Donc, en particulier en France, sur le compte titre, l'assurance vie et même le plan épargne retraite. Il ne faut pas confondre un ETF avec ce qu'on appelle un ETN ou un ETC, qui eux sont des produits de dette et on a beaucoup moins de flexibilité. Plus de flexibilité parce qu'on a moins de contraintes. En revanche, on ne peut pas systématiquement les mettre dans l'assurance vie ou le plan épargne retraite. Donc là, un petit tableau de comparaison. Donc on voit l'ETF qui est nécessairement UCITS. Et en particulier, il n'y a pas d'ETF pur Bitcoin en Europe, compte tenu de cette réglementation très très forte. On verra pourquoi. En revanche, on a des ETF sur la thématique Bitcoin. ETC ou ETN, ce sont des produits de dette émis par des émetteurs. On a donc potentiellement un risque de contrepartie. En fait, l'émetteur va acheter les cryptos, typiquement sur un ETN ou un ETC crypto, et ensuite va donner la performance. Et ce n'est pas toujours possible de les incorporer en compte titre ou en assurance vie. Le tableau ici qui confirme les points, c'est un fonds, pas comme un ETC ou un ETN. Un ETF est un fonds, pas comme un ETC ou un ETN. On peut le mettre dans un compte titre, ça c'est valable pour les deux. En revanche, ce n'est pas systématiquement investissable en assurance vie et PER pour un ETP qui serait un ETC ou un ETN. On a potentiellement un problème de risque de contrepartie. Ce n'est pas conforme à cette réglementation UCITS qui est le plus haut standard en Europe. Et en particulier, on va le voir juste après, on a pour un ETF une obligation intrinsèque qui est un respect des règles de diversification, alors que pour un ETP, on ne l'a pas. Et ça va être clé pour comprendre pourquoi en Europe, on n'a pas pu avoir un ETF spot Bitcoin, comme c'est le cas aux États-Unis. Un ETF à l'américaine, justement, sa seule caractéristique, c'est d'être coté en bourse. Il y a une très grande flexibilité sur les sous-jacents. Il y a même des ETF aux États-Unis qui sont extrêmement loufoques. Là, dernièrement, il y a un ETF qui est sorti avec investi sur les sociétés dont les CEO font de la musculation. On peut avoir un ETF autour des sociétés, autour du cannabis, et ça a vraiment le label ETF. Et contrairement à l'Europe, on a une flexibilité énorme sur les sous-jacents. On n'a pas de contrainte de diversification. On peut mettre un actif, 2 actifs, on fait ce qu'on veut, et c'est éligible de facto dans toutes les enveloppes traditionnelles. Et ça, c'est clé. Le marché global des ETF, et pas simplement crypto, au sens large. En Europe, si je regarde même ETF et ETP, on est à 2 trillions de dollars, donc
1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars, et 9 trillions aux États-Unis. Ce sont des chiffres à fin mai 2024. Donc on voit quand même une très grosse avance. Cette flexibilité extrêmement forte aux États-Unis permet d'avoir une avance assez impressionnante. Alors, comme je l'ai dit en introduction, il se trouve que les Européens ont été précurseurs sur la notion d'ETF et d'ETP, on va dire, crypto. En fait, il y a eu des ETP, Bitcoin, il y a très longtemps, il y a près de 10 ans. Il y a eu le XBT, Bitcoin Tracker One, et ensuite beaucoup d'ETP qui se sont développés, en particulier avec des émetteurs, CoinShares, 21Shares, il y a WisdomTree aussi qui en a. Aux États-Unis, on va le voir, c'est en octobre 2021 que ça s'est décoincé avec un ETF sur les futurs sur Bitcoin. Et ensuite, on va en parler tout à l'heure, en janvier 2024, l'acceptation des 10 spot Bitcoin ETF, dont celui le plus connu émis par BlackRock. Alors une question, j'ai parlé tout à l'heure de l'ETF UCITS. Je vous ai dit qu'en fait, on avait un standard de réglementation extrêmement important. Pour pouvoir s'appeler ETF en Europe, il faut être ce qu'on appelle UCITS. Les règles sont strictes, j'en ai dicté quelques-unes en particulier, et il y a une règle qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un ETF spot Bitcoin en Europe, même deux. Le Bitcoin n'est pas régulé, or un ETF UCITS doit investir uniquement sur des produits régulés. Et le deuxième, je vous ai parlé d'une contrainte de diversification. Par définition, un ETF spot Bitcoin n'investit que sur le Bitcoin. Eh bien, justement, on doit être diversifié et on doit avoir tout un pan de diversification dans un ETF UCITS. Donc, par définition, on ne peut pas avoir un ETF sur le Bitcoin. Donc, comme je l'ai dit, impossible. Aujourd'hui, on ne sait jamais, j'en parlerai tout à l'heure, on ne peut pas avoir de spot Bitcoin ETF UCITS en Europe. Ce qui pose, et je me permets de faire cette petite parenthèse, ce qui pose, on l'a compris, un problème de distribution intrinsèque. Puisqu'on l'a dit, pour pouvoir être admis dans toutes les enveloppes réglementaires, il faut être UCITS. Ce point est clé et va permettre de comprendre le succès phénoménal qu'on a pu connaître aux États-Unis. Solution pour avoir un ETF UCITS. Mélanion, justement, a essayé de trouver une solution. Ayant cette contrainte de diversification, ne pouvant pas investir sur le Bitcoin en direct, on s'est intéressé aux sociétés de l'écosystème Bitcoin. Donc on a construit un ETF, ce que je vous disais en introduction. On a construit il y a 3 ans un ETF, UCITS pour le coup, donc lui qui investit sur les actions de l'écosystème crypto. Donc on est allé chercher des actions, des mineurs, des sociétés autour de la blockchain, des sociétés financières autour des cryptos et des sociétés qui investissent des cryptos dans leur trésorerie. Et on s'est dit, ce serait possible de construire un panier d'actions fortement corrélé au Bitcoin et surtout d'avoir ce label UCITS. Donc c'est ce qu'on a fait et grâce à ça, on a eu le tampon de l'AMF à l'été 2021 et on a lancé cet ETF en octobre 2021. Donc ce n'est pas une réplication parfaite du Bitcoin puisqu'en fait c'est un outil statistique pour se rapprocher, mais les corrélations sont extrêmement intéressantes, on est proche de 80%. Alors, l'incroyable rattrapage des États-Unis. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en octobre 2021, on a eu les premiers ETF sur Bitcoin qui étaient des ETF sur futurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe depuis quelques années, aux États-Unis, des produits sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui sont des futurs régulés. Et donc, aux États-Unis, un émetteur, ProShares, a décidé de construire un ETF basé sur ces futurs régulés. Il a eu l'acceptation de la SEC en octobre 2021. Alors, on s'attendait un peu à un raz-de-marée en octobre 2021 quand cet ETF est sorti, mais ça n'a pas été vraiment le cas. Pourquoi ? L'interprétation, c'est que c'est un ETF qui ne porte pas directement sur le spot, même si la corrélation est extrêmement importante, ça porte sur des contrats à terme. Et je pense qu'il y a un frein psychologique aussi pour les investisseurs de se dire ce n'est pas le spot en direct, c'est le futur. Quand bien même, la performance est extrêmement proche. Mais ça n'a pas explosé. Le tournant, le vrai tournant. Le tournant, c'est juin 2023.
on a, je dirais, le vrai volte-face de BlackRock, qui en 2017 disait que le Bitcoin était un indice de blanchiment d'argent, et qui, en 2023, change et tourne complètement sa veste et dit la chose suivante: au lieu d'investir dans l'or comme protection contre l'inflation ou la dévaluation de votre monnaie, le Bitcoin peut représenter un actif que les gens peuvent considérer comme une alternative. Et dans la foulée, il dépose sa demande pour un ETF spot Bitcoin. Il faut avoir conscience que là, on parle du plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Donc, on peut imaginer l'impact déjà psychologique que ça peut avoir, et puis l'impact sur le Bitcoin en lui-même. Puisque l'impact sur le cours du Bitcoin, on peut le voir, au moment où BlackRock dépose sa demande, on a déjà une petite hausse, et puis petit à petit, ça s'accélère quand on va se rapprocher de l'approbation des spots Bitcoin ETF en janvier 2024, pour ensuite continuer. Alors là, on est jusqu'à fin juin 2024. Aujourd'hui, on vaut plutôt 60 000 $. Mais en tout cas, ça a été un vrai catalyste pour le cours du Bitcoin. C'est évident. Donc, cette fameuse délivrance, le 11 janvier 2024, on a 10 ETF spot. Et qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les impacts? Les impacts, ils sont clairs, ils sont simples. Contrairement à l'Europe, c'est facile. Là, maintenant, on a un label ETF, Spot Bitcoin, avec tout ce que ça peut impliquer. Ça implique du coup une démocratisation. On n'a pas de frein technique, on le sait. On a une population, en particulier d'investisseurs, sur le Bitcoin qui est plutôt jeune. Des personnes un peu moins jeunes ont plus de difficultés sur la partie technique. Là, on rend facile l'investissement. Et puis, on a, du coup, ça ouvre la voie à l'institutionnalisation, puisque mécaniquement, comme on peut l'investir très facilement et qu'on a le tampon de la SEC, on peut facilement, en tant qu'institutionnel, investir. Donc, ça facilite la conversion complète des acteurs institutionnels. Donc, par quoi ça s'est traduit? Eh bien, par des flux colossaux. Il faut savoir que c'est le meilleur démarrage pour un ETF aux États-Unis de toute l'histoire. On a eu 4 milliards de dollars le premier jour. Pour vous donner un peu une vision, le BITO, qui existait depuis pas mal de temps, était à 2,2 milliards en janvier 2024. Donc, c'est-à-dire après plus de 2 ans et quelques de vie, il avait en termes d'actifs sous gestion moins que le flux qui est arrivé en une journée sur les spots Bitcoin ETF. Et si je m'intéresse à l'Europe, on était à peu près à 3 milliards d'euros, donc encore plus bas sur l'ensemble des ETP crypto, et donc encore plus faible que ce fameux flux initial. Ensuite, depuis janvier 2024, on a eu 36 milliards d'inflows, et au global, près de 18 milliards d'inflows net à fin août. Alors, l'ETF qui tire son épingle du jeu, et j'en ai parlé, c'est BlackRock, qui a eu 20 milliards sur les 36 milliards collectés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, aux États-Unis, il y a l'obligation, quand on est investisseur institutionnel, de remplir un formulaire, le formulaire 13F, et qui indique dans quels actifs on a investi. Et là, on peut voir les 10 principaux détenteurs institutionnels de l'ETF. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un hedge fund en premier, Millennium. On a des market makers, Susquehanna, Jane Street. On a des sociétés de gestion, Horizon. On a même Bridge Capital qui, elle, gère les dotations des universités de Yale et de Princeton. On a 2 banques, Goldman et Morgan, et on a un gestionnaire d'actifs, ARC. Donc là, c'est une illustration parfaite de l'impact et surtout du tournant et du fait que les institutionnels maintenant ont un cadre simple pour investir sur le Bitcoin. Alors les implications réglementaires et politiques, qu'est-ce que ça a impliqué tout ça? Alors on dit souvent, tout à l'heure ça a été dit pendant le panel et par Louis, en fait les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait MiCA et les États-Unis ont toujours semblé en retard. On disait oui, mais il y a une fragmentation de la réglementation, il y a un manque de clarté réglementaire aux États-Unis. Et là, c'est le pragmatisme extraordinaire des États-Unis qui ne se sont pas
demandé comment ils allaient réguler les choses, mais ils ont essayé de trouver une solution. Et en fait, c'est la recherche de cette solution qui a poussé les choses. Et c'est une façon classique aux États-Unis de forcer la réglementation en trouvant la solution. On l'a dit aussi, ça a été dit dans le dernier panel, aux États-Unis, ça se bagarre beaucoup dans les tribunaux et souvent une façon de faire avancer la réglementation, c'est justement d'attaquer. C'est ce qu'a fait Coinbase avec le régulateur. Enfin, la position européenne, alors je ne parle pas de MiCA ici, mais je parle de l'aspect financier et le fait de pouvoir mêler les ETF au Bitcoin. Bon, on l'a vu, on a un frein, ce fameux cadre UCITS, qui est un cadre protecteur, mais qui est un frein, en tout cas pour qu'on puisse avoir un ETF spot Bitcoin. Et là, ce qui s'est passé, alors il y a eu une petite incursion timide de l'ESMA. Alors l'ESMA, c'est simple, c'est le régulateur des régulateurs en Europe. C'est le boss de l'AMF. Donc l'ESMA a proposé une consultation en mai 2024 en proposant éventuellement d'intégrer du Bitcoin dans les UCITS. Voilà, donc je pense qu'il y a une pression telle en disant écoutez, on est très en retard avec les États-Unis justement pour cette réglementation. Donc il y a une consultation qui a été envoyée à tous les acteurs pour leur demander que pensez-vous d'une incursion potentielle du Bitcoin dans le cadre UCITS. Et enfin, les impacts politiques. Alors un point intéressant, c'est qu'en mai 2024, on a une proposition de loi, la loi FIT 21, Financial and Innovation Technology for the 21st Century, qui a été votée au Congrès et qui, elle, a amené un cadre réglementaire plus clair sur la signification, sur la classification des cryptos. Ça doit être passé au Sénat pour que ça puisse passer. Mais surtout, et c'est ça qui est assez remarquable, et c'est aussi dans ce vrai volte-face, on a le Bitcoin et les cryptos qui se sont invités à la campagne présidentielle. En particulier, on a Donald Trump qui, il y a quelques mois, à la conférence Bitcoin 2024, a dit que le Bitcoin représentait la liberté, la souveraineté et l'indépendance par rapport au gouvernement, ce qui paraît assez dingue, car quand on voit la position qu'il avait pu avoir il y a quelques années. Même Kamala Harris a dit qu'elle avait pour objectif de développer l'industrie crypto avec des mesures de protection. Voilà, c'est la fin de cette keynote. On a fait un tour, globalement, de cet impact colossal, puisque finalement, on l'a vu, ça a eu un impact énorme sur le cours du Bitcoin et sur l'adoption institutionnelle, sujet dont on va parler aussi juste après. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Je ne sais pas s'il y a quelques questions sur ce sujet. Bonjour, merci pour la qualité de votre présentation. J'ai une question, je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre ce dont je vais parler, donc il ne faudra pas hésiter à me dire si c'est absurde ou hors sujet. Mais dans les ETF actions, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ETF dits backés, collatéralisés, et des ETF synthétiques. Est-ce que ça peut s'appliquer pour les ETF Bitcoin ? Alors, si on parle des ETF UCITS, donc on a cette fameuse contrainte de diversification qui fait que de toute façon, quand bien même on trouverait une solution technique, puisqu'il n'y a qu'un actif, ça ne pourra pas marcher. Maintenant, pour un ETF action, donc là on sort du cadre, un ETF action, un peu comme l'ETF de Millennium Capital, effectivement, on a la possibilité, lorsqu'on traite cet ETF, de le faire de façon physique, pour acheter les actions, ou de façon synthétique via ce qu'on appelle un swap, qui est un produit financier. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je pense oui, donc ça veut dire que ça ne peut pas s'appliquer pour les ETF Bitcoin. Non, ça ne peut pas s'appliquer parce qu'on a ce vrai sujet de diversification, en fait. Merci. Bonjour. Petite question, on va dire à l'échelle du Bitcoin, une bonne dizaine d'années, les quelques mois qui nous séparent de l'apparition des ETF aux US nous laissent assez peu de recul. En plus, la période dont on parle, on a connu le halving.
Donc on est vraiment au tout début. Comment vous projetez cet impact des ETF et de l'entrée de la finance traditionnelle dans l'évolution du Bitcoin, je vais dire, à 18 mois, sur une période plus longue? C'est une excellente question, mais une question très large. Si on s'intéresse à l'impact sur le cours du Bitcoin à long terme, je pense que ça ne peut être que positif. Parce qu'en fait, on en est au début, comme vous l'avez dit. Les portefeuilles, maintenant, commencent à intégrer du Bitcoin, mais pour l'instant dans une mesure qui est relativement faible. Donc on risque d'avoir des flux qui vont continuer. La corrélation est encore faible avec les actifs traditionnels, donc ça a du sens de construire un portefeuille avec du Bitcoin. Et plus on aura de flux qui vont arriver, donc plus ça va être positif pour le Bitcoin. L'autre point, c'est que... Alors ça, c'est plutôt un débat maximaliste ou pas maximaliste, parce que finalement, ça peut être un peu fou ce que je raconte. Le Bitcoin avait voulu lutter contre la finance traditionnelle, et là, elle est rattrapée. C'était un peu le sens de cette keynote aussi. En revanche, je veux voir le verre à moitié plein en disant que ça va forcer les gens à s'intéresser au Bitcoin. Parce que finalement, normalement, on a un réflexe logique lorsqu'on investit sur un actif, c'est s'y intéresser et creuser un petit peu. Donc on va dire que c'est un moyen aussi détourné de faire en sorte que les gens creusent ce sujet, s'y intéressent, et je pense que le public ne me contredira pas, mais quand on commence à s'y intéresser et à creuser, on est en général convaincu. Bonjour. Est-ce qu'on observe, on retrouve chaque dollar investi sur les ETF Bitcoin dans le Bitcoin en lui-même? Oui. Il n'y a pas de spread encore actuellement éventuellement sur un ETF par rapport au prix spot, quoi. Non, on est en 1 pour 1. En fait, ce qui se passe, bien sûr, il y a des market makers qui font la liquidité de ces ETF, mais justement, compte tenu de la concurrence, on a 10 ETF, et compte tenu de la liquidité qu'on peut retrouver sur le Bitcoin, on sera vraiment très proche du cours du Bitcoin. Et à l'échelle, à la fois de la volatilité qu'on peut quand même encore avoir du Bitcoin, c'est infinitésimal. Et au niveau américain, du coup, réglementairement, c'est obligé d'avoir... si quelqu'un dépense $1 sur l'ETF, oui. Ouais, d'accord. Oui. Okay. Avec des dépositaires, Merci. Principalement Coinbase. Malheureusement, on va devoir arrêter, parce que sinon on n'aura pas le temps de continuer. Mais c'était une très belle présentation, merci. Merci.